Bonsoir chers téléspectateurs, aujourd'hui Women First TV reçoit une plume féminine sénégalaise dont les œuvres abordent l'amour, les destins, la société mais aussi la mémoire collective. Nous avons le plaisir de recevoir l'auteure Marième Ndir. Madame Ndir, bonsoir et bienvenue à Women First Media. Bonsoir Madame Diack, merci. Alors pour commencer, nous allons parler de votre parcours et de votre identité. Pour celles et ceux qui vous découvrent, qui est Marième Ndir? Bon, qui est Marième Ndir? C'est très difficile de parler de soi. Ce que je peux dire, c'est que je suis une Sénégalaise qui est née et qui a grandi à Dakar. J'ai obtenu mon bac au lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar. Après, à l'obtention de mon bac, j'ai été orientée en sociologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, notre chère Sana. Par la suite, j'ai voyagé en France pour continuer mes études. Et là, je me suis orientée vers la communication. Voilà, c'est ça mon parcours en résumé. En résumé. Et voilà. À quel moment l'écriture s'est imposée comme un moyen d'expression pour vous? À quel moment? Ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est ma passion pour la lecture qui m'a menée vers l'écriture. Bon, quand j'étais au lycée, j'écrivais des poèmes que je faisais lire à mes camarades de classe. Et à chaque fois, ils me disaient que c'était très bien écrit, très bien écrit. Et après, à l'université, j'écrivais des nouvelles. À l'université Gaston Berger, je crois même que j'ai gagné le 2e prix de concours de nouvelles. Voilà. On va commencer par parler de Destin croisé pour le tome 1 et le tome 2. Alors, c'est votre premier roman. Comment est née cette histoire? Comment est né Destin croisé? Comme je l'ai dit, j'écrivais des nouvelles à l'université. Après, pour Destin croisé, à un moment, en fait, je me suis dit, pourquoi ne pas faire de ces nouvelles un roman? Donc, j'ai fusionné les personnages entre elles. J'en ai fait une bande de copines. Voilà, et ça a donné Destin croisé. Le succès du tome 1 a conduit à un tome 2. Était-ce une évidence dès le départ? Bon, je ne saurais dire. Je vais dire oui et non. Parce qu'en fait, j'écris parfois de façon très désordonnée. Parfois, j'écris même la fin du livre avant d'arriver au milieu du livre. Donc, si je me souviens bien, pour Destin croisé 2, je pense qu'à un moment, j'avais même des idées par rapport à une suite. Mais quand j'écrivais le tome 1, vraiment, j'étais concentrée sur le tome 1. C'est vrai que par la suite, après, je m'étais attachée au personnage. Et en plus, à chaque fois, j'avais des lectrices qui me demandaient aussi s'il allait y avoir une suite. Donc, par rapport face à cette demande, voilà. Et que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de Destin croisé? De Destin croisé, la force de l'amitié. Parce que ça met en lumière des amis qui vivent à Paris et qui sont liés par une forte amitié. Il y a aussi la carrière. Ce sont des femmes qui sont carriéristes, des femmes indépendantes, des femmes fortes. Voilà, avec leur vulnérabilité, bien sûr. Et aussi, c'est une histoire d'amour. Il y a le grand amour et la façon dont chacune d'elles le vit. Par exemple, il y en a qui se laissent aller à l'amour et d'autres qui essaient de se préserver, de se protéger face à cet amour. Et on va parler de mon œuvre préférée, Sans regret. À travers Sans regret, quels sont les thèmes que vous abordez? Les thèmes que j'aborde dans Sans regret, bien sûr, il y a le thème de l'amour. L'amour, de toute façon, c'est une partie importante de la vie de chacun. Et aussi la façon dont on le vit. Pour Sans regret, c'est surtout le mariage forcé. Bon, je n'aime pas trop utiliser le mariage forcé. En plus, c'est un thème qui a été visité et revisité en littérature. Donc, j'ai essayé peut-être de faire quelque chose d'original. Je vais dire mariage forcé parce que, bon, disons qu'à cette époque, on va se dire comment une femme peut se retrouver dans un mariage forcé. Surtout une femme qui est décrite dans le livre comme une femme indépendante qui a son caractère. Et justement, ce que ça montre, c'est aussi notre tradition de l'autorité parentale. Parce qu'en fait, c'est une femme qui a son caractère et tout, mais qui n'a pas hésité à se soumettre à la volonté de sa mère qui voulait la marier à son cousin. Le personnage de Sophie représente donc beaucoup de femmes ici au Sénégal. Oui, et surtout ce que je tiens à préciser aussi, c'est que pour moi, c'était l'occasion de mettre en lumière l'université Gaston Berger, Saint-Louis. Voilà, c'est une histoire qui se déroule à Sanar. Le titre Sans regret est trop fort. Vous trouvez? Quel est le message que vous vouliez faire passer à travers le message que je veux faire passer? Bon, disons que pour résumer, on va dire l'expression un mal pour un bien. En fait, c'est un homme qui a aimé follement une femme. Voilà, et qui a souffert qui a trouvé du bonheur dans cet amour, mais qui a souffert de cette femme. Mais après, cet amour quand même, qui est assez ingrat,
lui a apporté de belles choses. Donc il a dit que finalement il ne regrettait rien. Et justement, il y a une phrase, je crois, du livre qui dit douceur et amertume sont les saveurs de l'amour, mais il ne regrettait rien. Voilà, pour dire qu'il a éprouvé du bonheur et aussi du malheur, mais qu'il ne regrettait rien. Serigne Abdoulaye. Et juste aussi pour dire, aussi ça regret aussi, c'est une manière de dire que dans la vie, il faut toujours peut-être assumer les choses ou bien voir le bon côté des choses. D'accord. Qui est Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi? Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi, c'est un fils de Cheikhoul Khadim. Il est né vers 1907 à Thiéyène Djolof. Thiéyène Djolof, c'est là où Serigne Touba s'est installé à son retour d'exil. Donc Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi, c'est le 5e fils de Cheikhoul Khadim. Il vient après Serigne Modou Moustapha Mbacké, Serigne Fallou Mbacké, Serigne Lamine Bara Mbacké et Serigne Bassirou Mbacké. Voilà, Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi a une histoire intéressante. Voilà, parce qu'il à l'âge de 23 ans, il s'est installé dans le village de Bilal Modi. Il l'a rebaptisé Darou Rahman, parce que Serigne Touba, quand il est revenu d'exil, il s'est installé à Thiéyène Djolof et il a changé le nom de Thiéyène Djolof pour le baptiser Darou Rahman. Donc Serigne Abdoulaye Mbacké aussi Borom Dër bi a suivi la même démarche. Et à Darou Rahman, en fait, son histoire est intéressante parce que je me dis que lui, à son temps, il a résolu les problématiques auxquelles on est confronté actuellement. La fameuse sécurité alimentaire dont on parle. Lui, il avait atteint dans son village de Darou Rahman. Il avait là-bas une grande exploitation agricole où il produisait fruits, légumes. Il avait même une pisciculture, hein, il élevait des poissons. Il avait même une riziculture dans cette terre aride du Baol. Pour vous dire, hein, déjà, on parle du Thiébou Darou Rahman, c'est-à-dire un riz au poisson où tous les ingrédients viennent de sa production, sauf le sel. Parce que lui, c'était ça son idéal de vie. Hein. Je dis idéal de vie, mais c'était ça sa façon de vivre, c'était ça son modèle économique. Il produisait ce qu'il consommait. Voilà, et il produisait ce qu'il consommait. Et comme l'enseignait Serigne Touba, Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi, il prenait l'autonomie financière. Voilà. D'accord. Et comment vous avez travaillé pour restituer fidèlement cette mémoire spirituelle et historique? En fait, j'ai fait beaucoup de recherches, hein, parce que déjà avant d'aller sur le terrain, j'ai fait beaucoup de recherches. Après, je suis allée à Touba, j'ai mené des interviews. Déjà, j'ai contacté la famille de Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi parce que c'était important pour moi quand même de leur demander la permission d'écrire sur le aïeul. Et ils ont très bien accueilli cette initiative en fait. Et c'est vrai que ça les a étonnés en fait. Ça les a étonnés. Ils m'ont vraiment soutenu. Hein. Et c'est l'occasion de rendre encore hommage et de remercier Serigne Abou Mbacké, qui est le petit-fils de Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi. C'est le fils de Serigne Modou Habib, qui est le khalife actuel de Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi. Voilà. Donc j'ai fait aussi beaucoup d'interviews. Je suis allée à Darou Rahman. J'ai rencontré des gens qui étaient de l'époque de Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi, qui les a connus, des disciples à lui. Voilà. C'était vraiment un travail de recherche bien sûr, mais aussi d'interview. Et surtout pour ce genre de choses, il faut faire attention parce qu'on entend beaucoup d'histoires. Et après, il faut essayer de faire la part des choses aussi et aussi de mener un travail de vérification pour être sûr que ce qu'on écrit correspond vraiment à la réalité. Et qu'avez-vous appris en tant que femme et en tant qu'auteur en écrivant ce livre? Ce que j'ai appris en tant que femme, en tant qu'auteur. Bon, disons que ce qui m'a marqué surtout en fait, c'est que j'étais la première personne à écrire sur Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi. Et en tant que femme aussi, je trouve que, bon, en tant que femme, c'était très intéressant aussi. Voilà, que ce soit une femme vraiment qui ait fait cette démarche. En tant que femme auteure sénégalaise, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels font face les femmes dans le milieu de la littérature? Bon, les défis auxquels font face les femmes, ce sont les défis auxquels font face les hommes aussi dans le monde de la littérature. Je pense que c'est surtout un problème de moyens. Par exemple, en tant qu'auteur, quand je faisais la biographie de Serigne Abdoulaye Mbacké Borom Dër bi, je l'ai fait sur fonds propres. Il fallait faire des déplacements et tout, et c'était très coûteux. Voilà, donc il y avait déjà ça. Donc je pense que ce serait bien, peut-être pour certains projets, qu'on puisse avoir l'appui de l'État. Ça, ce serait bien. Parce qu'en tant qu'auteur, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que la plupart des fonds sont destinés aux éditeurs. Voilà, alors que peut-être qu'il faudrait des mécanismes pour que les auteurs puissent en bénéficier. Et après, en tant qu'auteur, bon, mon cas est un peu particulier parce que je me décris comme une auteure indépendante. C'est-à-dire que mes œuvres, je les édite moi-même. Je fais de l'auto-édition. Voilà, donc c'est sur fonds propres. C'est comme de l'entrepreneuriat. On prend tout à sa charge. Hein. Voilà.
Parce que justement, c'est ça le problème dans le milieu de l'édition. Il y a des maisons d'édition qui font payer les auteurs. Par exemple, pour Destin croisé tome 1, j'ai fait le choix dès le début de faire de l'auto-édition. Voilà, je n'ai envoyé mon manuscrit à aucune maison d'édition. C'est un choix que j'ai fait. Et vraiment, bon, j'en suis contente. C'est vrai que c'est extrêmement difficile. On est auteur et à la fin, on est éditeur avec tout ce que ça demande comme responsabilité. C'est pas évident. Bon, après, pour Destin croisé tome 2, j'ai envoyé le manuscrit à une maison d'édition qui est au Sénégal. Mais bon, ils m'ont demandé de l'argent. Et en voyant que ce sont des choses, en voyant qu'ils me demandent de payer pour des choses que je pouvais faire moi-même, j'ai renoncé à cette maison d'édition pour éditer par moi-même. D'accord. Voilà. Et vous pensez que la voix des femmes est suffisamment représentée dans la littérature? Oui, je pense qu'il y a des auteurs féminines. Je suis désolée parce que c'est vrai que je manque tellement de temps que je n'ai pas l'occasion de découvrir de nouvelles auteurs. Oui, mais les femmes sont bien représentées quand même. Et quel message voudrez-vous adresser aux jeunes femmes qui hésitent encore à se lancer dans l'écriture? Je leur dis de ne pas hésiter. Voilà, quand on a de l'inspiration, il faut suivre son inspiration et écrire. Est-ce que vous travaillez actuellement sur un projet? Oui, les projets ne manquent jamais. Ce qui me manque, c'est le temps, mais les projets ne manquent jamais. Et justement, c'est ça ma frustration. Je n'ai pas le temps pour le moment d'écrire. Voilà. À quoi s'attendre? À un retour à la fiction ou à un autre genre? Il faut s'attendre à tout. Je suis mon inspiration. Là où elle me mène, ce sera là-bas. D'accord. Où peut-on nous procurer vos ouvrages? Ma librairie partenaire, c'est la librairie Didactica. Mais aussi, je pense que Destin croisé, tome 2, tout ça, c'est disponible à la librairie L'Harmattan. Mais la librairie partenaire, c'est vraiment Didactica. Sinon, c'est disponible aussi en livraison. Je peux donner un numéro au 76 194 28 01. Je répète, 76 194 28 01. D'accord. Voilà. Et si vous deviez résumer votre écriture en un mot ou une phrase, lequel choisiriez-vous? C'est une question très difficile. Bon, vous savez, moi, le livre, je le conçois comme un film qu'on regarde. Voilà, moi, j'essaie d'écrire de façon accessible. Voilà, que ce soit simple et compréhensible. Pour moi, la lecture, c'est un moment de détente. Je vais un peu sortir de ce cadre pour vous demander si vous avez une autre activité autre que l'écriture. Oui, je suis communicante. Je dirige une maison, je dirige une agence de communication qui s'appelle Westafcom. Qui s'appelle Westafcom. Westafcom, oui. C'est ça mon activité principale. D'accord. Voilà. Et vous écrivez. Et c'est justement ça qui me tient loin de l'écriture. Ah, ça vous prend trop de temps. Énormément de temps. J'imagine. Bon. Mais c'est que du plaisir quand même, c'est que du bonheur, oui. Alors, c'est la fin de cet entretien. Je voudrais un message pour mes téléspectateurs de Women First TV. Bon, déjà, Women First TV, je trouve que c'est une initiative qui est admirable de vouloir mettre les femmes en première ligne. Je dis bravo. Voilà, je vous dis bravo. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Diack. Merci d'être passée. C'est un plaisir. Merci à nos chers téléspectateurs d'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre pionnière.